Et voici le zap des zaps de Zapette à Mouche qui compile toutes les vidéos de la semaine dernière. Levée de bouclier après cette déclaration de Mathieu Kassovitz sur nos très blanches chaînes de télévision. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race. Mais regardez-moi ce pauvre jeune blanc qui le prend pour lui. Et sur les chaînes info, la réaction est à peu près identique. Quel est l'intérêt de dire les Français de souche sont des fins de race? Mathieu Kassovitz n'a aucun courage. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut provoquer les gens, il veut les offenser. Pourquoi être si méprisant? Je vous avais prévenu, Mathieu les a vexés. Le racisme de ces acteurs gauchistes sous substance. Mais la palme revient à Charles Consigny dans Les Grandes Gueules qui nous sort tous les clichés possibles sur les acteurs stars. Je sais pas, toujours cet air un peu halluciné de quelqu'un qui sort de sa grasse mat à 15h et qui entre deux fêtes au Festival de Cannes et deux déjeuners payés par des producteurs goinfrés d'argent public. Parfois on a même eu l'impression qu'ils s'étaient mis d'accord. Tiendrait-il ce même discours en Italie, en Algérie? Si Mathieu Kassovitz avait dit « Oh oui, il n'y a plus d'Algériens de souche, d'ailleurs les derniers qui restent, ce sont des fins de race. Il s'attaquerait alors aux Algériens de souche? Pas sûr. » Ou « Il n'y a plus de Congolais de souche, les derniers qui restent, c'est des fins de race. » Je ne suis pas certain qu'il tiendrait le même discours. Bon, après il faut relativiser les gars. Kassovitz, dans sa déclaration, évoquait l'inéluctable métissage que connaissent nos sociétés. Et comme il dit, vu que cette créolisation a déjà commencé, autant s'en réjouir. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change, et ça, c'est insupportable. C'est insupportable, Virginie. Qu'est-ce qui a bien pu mettre Pascalou dans cet état? Revenons en arrière et écoutons ce qu'a osé dire cette historienne invitée sur le plateau de l'Heure des Pros. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. Vous le voyez venir le Pascal? On ne sait pas quoi en faire et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. Ouh, ça j'en suis pas si sûr. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges les remettre dehors immédiatement. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, madame? Tu es sur CNews, c'est pourtant simple. Avant c'était mieux, aujourd'hui rien ne va plus à cause des étrangers et des personnes d'origine africaine et nord-africaine. C'est quand même simple, non? Non, moi je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que en fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change, et ça, c'est insupportable. Et si, non, c'est insupportable, Virginie. Ah, le mec ne veut plus rien entendre. Donc une historienne nous parle de faits avérés du début du XXe siècle, mais Pascal Praud s'énerve car on sort de son narratif dégueulasse. Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous. Mais y a pas à être d'accord, elle relate des faits historiques. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. Ce relativisme est insupportable. C'est pas du relativisme, si, au c'est contraire, exactement je finis mon propos. Enfin bref, pas sûr que cette historienne ne revienne sur le plateau de Pascal tout de suite. Charles Consigny a une très belle proposition pour notre beau pays. Moi, je défends l'idée qu'avant 50 ans, on ne puisse pas toucher d'allocation chômage. Oui Jean-Luc, tu as bien entendu. Je considère que dans un pays comme la France aujourd'hui, je suis désolé, il y a du travail. Alors voyons, combien d'emplois non pourvus en France? Faisons une petite recherche, on nous dit qu'il y aurait donc 466 600 emplois qui sont vacants au premier trimestre 2025 dans les entreprises du secteur privé. Alors hors agriculture, intérim, particulier, etc. Donc c'était pas un chiffre 100% précis, mais ça nous donne une idée. Maintenant, combien y a-t-il de chômeurs en France? On nous indique qu'au quatrième trimestre 2024, il y avait 3 138 200 chômeurs à l'échelle nationale hors Mayotte. Maintenant, sortons notre calculette, il y a donc 3 138 200 chômeurs en France, moins 466 000 postes vacants, ce qui nous donne donc 2 672 200 chômeurs qui seraient quand même au chômage, même si tous les postes vacants étaient occupés. On n'a pas besoin de toucher des allocations chômage, il y a du boulot absolument partout en France. Alors je ne suis pas spécialiste, donc je suis tout oui. Si vous avez des corrections à apporter à ma démonstration, dites-nous ça dans les commentaires et dites-nous aussi ce que vous pensez de la proposition de Charles Consigny. Éric Nolot est-il de gauche? Je vous vois déjà rire, bande de mélanchonistes enragés, mais vous n'avez rien compris. Éric fait partie de la gauche républicaine. Vous êtes un homme de gauche et de la gauche républicaine. Très bien, alors écoutons maintenant le discours d'un homme de gauche républicaine. Il y a une alliance objective entre la racaille et une partie des élites. C'est-à-dire qu'ils ont pour projet commun la déconstruction, la destruction de la France. Ça, je sens que c'est un discours qui va plaire à ce bon vieux Pascal. C'est étonnant parce que quand je vous écoute, Éric, vous vous rendez compte entre ce que vous disiez sans doute il y a 15 ans, 20 ans et ce que vous dites aujourd'hui? Ah mon jeune padawan, t'en as fait du chemin depuis que je t'ai recueilli. Ce discours-là, il y a 10 ans ou 15 ans, aurait été estampillé extrême droite, alors que vous êtes un homme de gauche républicaine. Vous voyez, Pascal Praud adore les gens de gauche, bande de médisants. Il adore les gens de gauche qui tiennent des discours d'extrême droite. C'est à ce petit détail près. On peut imaginer que vous ayez changé de camp, alors que je vous connais, vous êtes toujours attaché à cette gauche républicaine. En effet, Nolo n'a
n'a jamais changé de camp car il n'a jamais été à gauche. Avis de recherche d'ailleurs, si quelqu'un trouve un extrait d'Éric Nolot qui contient des propos de gauche, merci de nous le faire parvenir au plus vite. Et parfois ça m'agace un peu les gens de gauche qui tiennent un discours de plus en plus à droite et qui continuent à se dire de gauche parce que l'étiquette de gauche est valorisante. Merci de remettre l'église au milieu du village, Eugénie. Donc Éric Nolot est de gauche et Pascal doit l'être aussi car écoutez ce qu'il disait juste avant. Non, moi je suis pas de droite. Maintenant dites-nous dans les commentaires si selon vous Éric Nolot est toujours ou a un jour été un homme de gauche. Interview surréaliste de Marine Le Pen sur BFM, que ce soit du côté de l'intervieweuse Néla Latrousse ou de Marine Le Pen. Je commence par l'international Marine Le Pen. Première question sur la déclaration de Macron qui évoque la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors oui à un État palestinien, mais non à un État Hamas, non à un État terroriste qui évidemment priverait Israël de la perspective d'obtenir la sécurité pour son peuple et la sûreté de ses frontières. La sûreté de ses frontières, au moment même où Israël autorise 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Donc qui envahit qui dans l'histoire ? Sur la situation humanitaire, Marine Le Pen, est-ce qu'elle vous semble satisfaisante aujourd'hui à Gaza ? C'est quoi cette question ? Qui pourrait dire « Je crois que la situation humanitaire des Gazaouis est tout à fait satisfaisante ». Enfin, je ne dis pas que certains n'en seraient pas capables, hein. Attention, suivez mon regard. Mais comment une personne qui se prétend journaliste peut-elle sous-entendre qu'il n'y aurait pas unanimité journalistique sur le sort abominable que connaissent actuellement les Palestiniens à Gaza ? Elle n'est sûrement pas satisfaisante, mais la question que je me pose, c'est que font les nations qui manifestement donne des leçons et... Oui, pardon, c'est atrocement soporifique. Je vais couper tous ces E au montage et toutes ces hésitations histoire de gagner du temps. Que font les nations qui manifestement donnent des leçons et haussent le ton pour aider Israël à faire en sorte que cette distribution de denrées alimentaires s'effectue ? Ok, donc on récapitule, il ne faut pas critiquer la politique exterminatrice d'Israël, mais il faut les aider à distribuer l'aide alimentaire, comme si Netanyahou faisait tout ce qu'il pouvait pour donner à manger aux Gazaouis. Mais les pauvres sont empêchés par qui ? Bah, vous savez, à force. Sans qu'elle devienne en quelque sorte une arme entre les mains du Hamas, dont vous savez pertinemment, parce que tout le monde le sait, qu'il utilise sa population civile comme un bouclier. Ah, le coup du bouclier, ça faisait longtemps. Mais je comprends pas, là, tu nous parlais de l'aide humanitaire qui serait utilisée par le Hamas comme une arme, et maintenant tu nous sors que le Hamas utilise sa population comme bouclier, mais quel est le rapport ? Sur le volet sanctions de ce que propose Emmanuel Macron, là aussi, est-ce qu'il faut, pour mettre un peu de pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, discuter de sanctions au niveau européen, pour mettre un peu de pression ? Mettre un peu de pression, bah oui, il faudrait pas non plus qu'ils le prennent mal, hein. C'est pas comme si des centaines d'enfants mouraient chaque jour après tout. Pas la peine non plus de se fâcher avec ce monsieur. Donc ça suffit en fait. Moi je vais vous dire ça suffit. Pascal Praud très remonté contre tous les journalistes qui ne font pas partie de CNews bien sûr. C'est-à-dire que les journalistes font pas leur métier. Il faut dire les choses comme elles sont maintenant. Ils ne veulent pas témoigner de la réalité. Notre métier, c'est témoigner de la réalité. Ils ne veulent pas. Personne ne parle, selon lui, des violences qui ont eu lieu après la victoire du PSG. Je dis bien selon lui, car si on zappe un peu... Pouvions-nous éviter ces images écœurantes ? 307 gardes à vue, 79 interpellations. Ces jeunes qui sont effectivement les mêmes que l'on retrouve à chaque fois dans ces débordements. Attends, mais c'est CNews ici ou quoi ? Ah bah non, France Info. Donc Madame Veil, tous ces gens-là, Madame Ernotte, ça suffit. Attends, mais France Info, c'est bien Madame Ernotte, hein, c'est France Télévisions si je ne m'abuse, parce que cette chaîne, qui visiblement n'est pas assez haineuse à ton goût, a fait 1 heure d'émission non-stop sur les violences d'après-match avec comme invité une grande gueule, ancien instructeur du RAID, Bruno Pomar. Ça devrait te convenir ça quand même. Les jeunes, les profils de jeunes qu'on peut avoir, qui sont des sauvages. Certaines sont des sauvages. J'ai pas peur de le dire. Bon, je vois pas trouver le problème, parce qu'il y a des approximations, des invités racistes. Franchement, on se croirait sur ta chaîne, en fait. Et c'est l'argent des Français. Mais ça suffit. Et l'Arcom qui a fermé C8, ne dit rien. Et vous, qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une si grande différence entre France Info et CNews, finalement ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ma maman s'est suicidée. La députée Sandrine Rousseau répond à un député LR opposé à la loi pour l'aide à mourir lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Je ne voulais pas en parler dans cet hémicycle, mais vous m'y forcez et donc je vais vous le dire. Elle s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie parce qu'il n'y avait pas l'aide à mourir. Elle s'est suicidée dans des conditions abjectes. Son agonie a été insupportable, épouvantable. Elle a duré extrêmement longtemps parce que elle a fait ce que vous appelez un suicide libre, c'est-à-dire qu'elle a pris dans sa table de chevet tous les médicaments qu'elle avait gardés depuis des semaines et elle les a avalés d'un coup. Et je peux vous dire que c'est pour cela que je milite pour le droit à mourir. C'est pour cela que je vous invite à ne pas voter les amendements de suppression. Parce que ce qui s'est passé lors de sa mort, c'est exactement l'inverse de ce que nous voulons là.
C'est-à-dire que cette loi, elle permet la sérénité, elle permet l'organisation, elle permet de faire en sorte qu'il y ait les proches qui soient à côté et qui tiennent la main des personnes qui sont en train de mourir et qui souhaitent mourir.